Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire intitulé Chatbot RH, nouveaux compagnons des collaborateurs. Je suis Katia Oubiguian, responsable du marketing et de l'expérience client chez Didu. J'aurai le plaisir d'animer cette session en compagnie de Justine Courtois, chef de produit, et Lucie modérera notre session. Bonjour à toutes les deux. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions à tout moment en cliquant sur l'icône Q&A et on adressera toutes les questions à la fin de ce webinaire. En préambule, je voudrais expliquer très rapidement pourquoi nous prenons la parole sur le sujet des bots RH. Didu conçoit et commercialise des solutions conversationnelles automatisées, autrement appelées chatbots, conçues pour les métiers depuis 12 ans. Si nos premiers projets ont été pour les services clients, très vite, nous avons été sollicités pour apporter des réponses à des problématiques internes, et notamment par les départements RH. Tout simplement parce qu'ils adressent l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et de ce fait reçoivent beaucoup de sollicitations récurrentes. Nous avons donc acquis une expérience en travaillant sur plus d'une vingtaine de projets pour de grandes sociétés comme EDF, Société Générale ou Renault, mais aussi pour des structures intermédiaires qui récemment ont partagé leur expérience, comme le Conseil départemental du Val d'Oise ou l'Agence française du développement. Et puis enfin, l'intérêt de nos clients au cours de ces différentes années nous a poussé à mieux comprendre les attentes et les freins spécifiques, et à 2 reprises, en 2018 et 2020, nous avons sondé les professionnels RH via un cabinet d'études indépendant. Tous ces éléments nous amènent aujourd'hui à partager notre expérience en espérant pouvoir vous aider dans votre réflexion. Si, comme 32% des professionnels RH que nous avons interrogés l'année dernière, vous avez un projet de mise en place de chatbot. Vous êtes d'ailleurs vraisemblablement un peu plus nombreux aujourd'hui, puisque ce pourcentage était de 17% en 2018, et cela montre bien qu'il y a une vraie dynamique sur ce sujet. Nous vous proposons de suivre la démarche que nous retrouvons fréquemment dans ce type de situation en répondant à des questions simples. Tout d'abord, pourquoi un bot RH? À quelle problématique peut-il répondre? Pour quel cas d'usage et avec quels bénéfices? Ensuite, comment faire? Nous évoquerons l'importance du cadrage, des phases de mise en œuvre et de notre point de vue, partagerons les clés de succès principales. Nous évoquerons aussi, via la mesure de la performance, les types de résultats que l'on peut en attendre. Rapidement, nous évoquerons différentes pistes pour développer les services rendus par votre chatbot. Et puis, nous vous présenterons une démonstration des types de questions qui peuvent être adressées directement dans un bot RH avant de répondre à vos propres questions. Mais commençons par les problématiques. Il y a 2 sujets dans les organisations qui concernent absolument tout le monde, l'IT et les RH. Ce sont d'ailleurs sur ces 2 sujets que l'on rencontre le plus de bots dits internes ou consacrés à la relation collaborateur. Sur ces 2 sujets, le nombre de questions récurrentes est en effet important. À la majorité de ces questions, les réponses sont en général très structurées et univoques, ce qui se prête bien à une démarche d'automatisation. La première problématique adressée est donc de pouvoir tout simplement assister les collaborateurs dans leurs relations contractuelles avec l'entreprise. Les départements RH, au même titre que toutes les autres entités des entreprises, et notamment ces dernières années, ont été exposés à des contraintes d'ordre économique et souvent devoir faire plus avec moins. La mise en place d'un chatbot permet de gérer une partie de cette contrainte économique. On parle ici d'éviter une tension structurelle sur les équipes, mais l'outil permet aussi d'absorber des pics de charges conjoncturels, soit liés à des situations récurrentes, comme par exemple la période des entretiens individuels, soit exceptionnelles, comme la crise sanitaire, ou la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et justement, dans le dernier observatoire des chatbots, alors que nous étions en plein confinement, nous avons intégré la question de savoir si le chatbot était considéré comme plus ou moins utile en temps de crise. Parmi les responsables RH, utilisateurs de chatbots, 70% ont affirmé qu'ils étaient plus utiles. Ce chiffre monte à 83% auprès des décideurs. Les équipes peuvent en effet être particulièrement réactives en répercutant immédiatement les décisions de l'entreprise sous forme de questions-réponses, donc directement accessibles à tous, mais aussi en détectant à la lecture des questions posées au bot les sujets qui ne sont pas du tout ou pas correctement adressés. Et donc, ça leur permet de réagir beaucoup plus vite. Enfin, les départements RH sont aussi soumis au mouvement global de l'entreprise. La digitalisation accélérée de ces dernières années s'est imposée à tous les départements et leur a imposé surtout de montrer leur cohérence avec les services les plus en pointe sur ce type de sujet, comme le marketing par exemple. La mise en place d'un bot permet de démontrer une démarche moderne et novatrice. Il y a 3 grands types de problématiques, du coup, auxquelles le chatbot peut apporter une réponse: aider les collaborateurs, aider le département RH, à la fois dans sa performance opérationnelle, mais aussi dans son image et sa perception.
Maintenant, pourquoi faire? Nous avons l'habitude de raisonner en cas d'usage pour être au plus proche de l'utilisation réelle. Ce chart, parmi les utilisateurs de chatbot, présente les sujets sur lesquels ils sont utilisés. Quand nous les avons interrogés, ce qui nous a surpris en priorité, c'est la diversité des champs d'action. Ça signifie que la contribution du bot n'est pas cantonnée à un domaine très précis, mais peut assister sur de nombreux sujets, que ce soit des aspects fonctionnels classiques d'un département RH, comme les congés, les avantages sociaux, les éléments relatifs à la paix, tout cela on s'y attendait, mais aussi sur des domaines qui sont davantage liés à l'évolution des collaborateurs dans l'entreprise, comme la formation, la mobilité interne ou l'évaluation des performances. Il y a un sujet sur lequel je voudrais m'attarder un tout petit peu, c'est le cas d'usage du recrutement. Il est atypique pour deux raisons. La première, c'est que parmi tous les cas d'usage étudiés entre 2018 et 2019, c'est celui qui a connu la croissance la plus significative, avec 12 points de plus en seulement 2 ans. La seconde, c'est que bien que ce soit une thématique RH comme une autre, ce cas d'usage-là en particulier est tourné vers l'externe. Positionné sur le site web externe de l'entreprise, il va assister à la fois les candidats, mais aussi le département recrutement. En répondant simplement et directement aux questions des candidats, il va contribuer à une meilleure qualification des postes ouverts et des compétences requises. Éventuellement couplé à d'autres outils, il peut contribuer au tri des CV. Enfin, il peut accompagner les candidats dans la pose et le suivi de candidature en donnant un statut ou en permettant de la prise de rendez-vous. Pour finaliser ce chapitre sur les pourquoi, on va maintenant s'attacher aux bénéfices. Et s'attacher aux bénéfices sur les principales parties prenantes. Côté collaborateur, tout d'abord, le chatbot est facile d'accès sur un intranet ou une application mobile. Il fait gagner du temps en répondant immédiatement, sans aucune recherche, et il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un point d'accès unique, accessible avec les mots de tous les types de collaborateurs, n'importe quand, et c'est un avantage apprécié, particulièrement dans les entreprises qui peuvent disposer de plusieurs sites ou de populations très diverses. Par ailleurs, c'est une plateforme anonyme qui permet de poser des questions sans aucune gêne. On peut imaginer certains collaborateurs qui, par exemple, n'oseraient pas se renseigner sur la mobilité interne de vive voix. Côté service RH, la gestion automatisée des questions récurrentes des salariés permet d'optimiser les coûts de fonction support. De façon générale, la règle des 80-20 est respectée, c'est-à-dire que 80% des sollicitations concernent 20% des questions posées. L'agent conversationnel absorbe la partie répétitive du travail des équipes qui, du coup, peuvent se concentrer sur des tâches plus complexes et à plus forte valeur ajoutée. Les employés au sein du département se sentent ainsi valorisés, leur quotidien est moins redondant et une partie des pics de charge peut être absorbée par le chatbot. Celui-ci peut aussi révéler des lacunes en matière de processus et contribuer à parfaire le niveau de qualité du département. En effet, le chatbot en tant que tel est un outil qui permet de suivre aussi les préoccupations et les sentiments des collaborateurs. L'analyse régulière des conversations permet de prendre le pouls de l'entreprise, de comprendre les informations qui ne sont pas assez ou mal communiquées, soit par les RH, soit par les managers, mais aussi de repérer des nouveaux sujets de questionnement. Le chatbot peut proposer des questionnaires de qualité de vie au travail. Et enfin, c'est un outil de communication précieux pour mettre en avant des informations importantes ou collées à l'actualité. Typiquement, via un bandeau d'informations ou la mise en avant de questions spécifiques, on parlera de top 3 ou de top 5, les RH peuvent rapidement et facilement rappeler des deadlines, alerter sur des changements de règles ou des changements d'outils. Enfin, pour l'entreprise, le chatbot participe à l'image positive et innovante sur le marché du travail, que ce soit pour attirer des candidats à fort potentiel, on est dans le cas du chatbot de recrutement, ou fidéliser des collaborateurs. Que ce soit le type de profil et quel que soit le type de profil et de génération, la multiplicité des canaux des chatbots, sites web, applications mobiles, messagerie instantanée ou réseaux sociaux, offre la garantie de pouvoir aller chercher les nouveaux talents là où ils se trouvent, y compris les plus jeunes. Il peut être perçu comme un porte-drapeau de la modernisation des supports RH. Un agent virtuel doté des dernières avancées remplit ainsi un rôle de vitrine technologique pour une entreprise et ajoute une réelle valeur ajoutée à la marque entreprise. C'est en tout cas la perception des professionnels des ressources humaines, puisque dans, encore une fois, l'observatoire des chatbots, 75% des professionnels RH que nous avions interrogés en avril 2020 pensaient qu'il valorisait l'image de l'entreprise et 73% qu'il était un atout pour la marque employeur.
Ces chiffres, comme vous le voyez ici, sont plus forts lorsque l'on se concentre sur les décideurs et sont respectivement de 82 et 78%. Maintenant, attachons-nous au comment. Et pour le coup, nous allons bénéficier du passé de Justine, qui a été pendant 3 ans chef de projet, avant de passer dans la gestion de produits. Justine, c'est à toi. Merci Katia et bonjour à tous. Donc effectivement, le comment on met en place un chatbot, et on va passer par la phase de projet chatbot. La première étape qui va être primordiale au succès de votre chatbot, c'est le cadrage. On le dit assez souvent. Quand on parle de cadrage, c'est le cadrage du chatbot. Le cadrage, en quoi il va consister? Ça consiste à définir les objectifs du bot, délimiter son périmètre, identifier en amont les KPI à observer pour mesurer la réussite de sa mise en œuvre, et également impliquer les différents acteurs. Alors pourquoi ce cadrage il est important? En fait, on a souvent tendance à vouloir ajouter un maximum de connaissances au chatbot, en se disant plus il pourra répondre à des questions différentes, mieux ce sera. Or, nous, ce qu'on a pu constater au travers de notre expérience, c'est que 80% de l'utilisation du chatbot est couverte par 20% des questions. Donc, on va insister sur ces 20% de façon à ce que ces 20% soient le plus qualitatif et satisfaisant possible pour l'utilisateur final. Pourquoi? Parce que ce sont ces 20% qui vous permettront de fidéliser les utilisateurs au bot. Et les fidéliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire leur donner confiance dans le bot et les amener à revenir pour d'autres questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais ajouter de nouvelles connaissances ou de nouveaux cas d'usage, mais on va le faire au fur et à mesure par sujet que vous allez identifier comme pertinent à être traité par le chatbot. Les conversations de vos utilisateurs avec le chatbot sont d'ailleurs un très bon moyen d'identification de nouveaux sujets ou de nouvelles thématiques à ajouter au chatbot. Un point important, l'engagement des parties prenantes. Il est à prendre en compte en amont de la mise en place du chatbot. Qu'est-ce qu'on entend par partie prenante? Alors, bien entendu, on a d'une partie les organisateurs et acteurs du projet, donc tant pour la mise en place du chatbot que pour sa maintenance, mais pas que. On pensera également à un panel d'utilisateurs cibles qui pourront participer à la définition de l'identité du bot, mais également aux tests et partager leurs avis sur le chatbot tout au long du setup, donc de la mise en place de ce chatbot. Si on les implique en amont du projet, on va pouvoir favoriser leur engagement. Et c'est cet engagement qui va les amener à évangéliser le chatbot au sein de votre structure. En moyenne, la mise en place de chatbot Didu prend 6 à 8 semaines. Et elle va s'organiser autour de plusieurs jalons. Premier jalon, le lancement. Le lancement plus communément appelé le kick-off. Le kick-off, il va nous permettre de présenter à tous les acteurs les différentes actions à venir et identifier les porteurs de ces actions. Ensuite, on va passer par une phase de design. C'est la phase pendant laquelle on va définir l'identité du bot. Qu'est-ce qu'on entend par identité? Les couleurs, l'avatar, mais aussi le ton que le bot va employer et les fonctionnalités qu'il va offrir aux utilisateurs finaux. Par exemple, l'envoi par email de la conversation ou l'impression de cette conversation directement depuis le chatbot. On a également, lors du setup du chatbot, 2 demi-journées de formation qui sont assurées par un chef de projet Didu. Ces 2 demi-journées, elles permettent d'apprendre à utiliser le logiciel. Donc, tant dans la compréhension des différentes notions que dans le paramétrage de la base de connaissances, son enrichissement et le suivi des statistiques. On a une phase de construction de la base de connaissances. Alors, cette phase, même si là, le point est noté sur la courbe, elle a lieu tout au long du setup du projet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir accès au logiciel pour commencer à travailler votre base de connaissances. On démarre généralement sur un template Excel qu'on va importer et qui va nous permettre de travailler plus finement les connaissances, notamment lors des formations. Ensuite, on va avoir une phase de mise en production. Entre la phase de mise en production et le travail de la base de connaissances, on a une phase de test. C'est la phase de test durant laquelle on va notamment s'appuyer sur un panel d'utilisateurs tests, d'où l'importance de les impliquer dès le début du projet. Une fois qu'on a validé cette phase de test, on va pouvoir mettre en production. Et une fois que la mise en production est effectuée, on bascule sur le suivi et l'évolution du chatbot. On fera un focus sur le sujet suivi et évolution dans la partie pour aller plus loin de ce webinaire. Si on devait résumer sur le succès d'un projet, il peut se résumer en 4 points en fait, le succès d'un projet. Impliquer, itérer, communiquer et innover. Si on reprend point par point. Impliquer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est impliquer les parties prenantes. Comme on l'a évoqué auparavant, il s'agit des acteurs du projet, mais également d'un panel d'utilisateurs. Pour vous citer quelques bonnes pratiques, parmi nos clients, on retrouve le conseil départemental du 95 qui a dès le départ constitué un groupe d'utilisateurs test, ce qui lui a permis de partager donc à ce groupe ses attentes
de donner son avis sur le design et de participer au test. On a également la Société Générale qui a fait parvenir un questionnaire pour le choix du nom du bot. Le point itérer. Itérer, c'est le fameux test and learn. Concrètement, il va s'agir de tester, analyser et améliorer. Troisième point, communiquer. Communiquer, c'est parler du chatbot, préparer les collaborateurs à son arrivée, le présenter, l'évangéliser. On peut citer encore une fois l'exemple de la Société Générale qui, en amont de la mise en production, a distribué aux collaborateurs des goodies à l'effigie du chatbot. Et enfin, innover. Le chatbot, il est stabilisé, on est content de ses performances, mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là. On va aller plus loin dans les cas d'usage, tout en restant accompagné d'un expert DIDU, qu'on va appeler communément un Customer Success Manager. On verra également dans la suite de cette présentation le rôle du Customer Success Manager. Merci Justine. Passons maintenant à la partie résultats. Vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de mesurer les performances de votre bot, d'une part pour vérifier que la mise en place correspond à vos objectifs, mais aussi pour le faire vivre et le faire évoluer en fonction des besoins non seulement de votre département, mais aussi des attentes des collaborateurs. Quand on parle de KPI, il y a 4 grands sujets, de notre point de vue, que vous pourrez suivre. Celui concernant l'utilisation de l'outil, bien évidemment, qui sera à mettre en rapport avec son impact opérationnel, mais aussi tout ce qui aura trait à la satisfaction et enfin aux répercussions sur l'image. Dans toutes ces catégories, certains indicateurs seront disponibles directement au sein de votre logiciel d'administration, d'autres seront à récupérer par ailleurs, soit dans le suivi d'autres outils que vous avez en place ou dans des enquêtes. Enfin, certains seront des indicateurs calculés. Tous les indicateurs relatifs à la fréquentation du bot peuvent et doivent occasionner des actions ou des décisions très concrètes, que ce soit le nombre d'utilisateurs, le nombre de conversations, la longueur de ces conversations, le nombre d'échanges, le taux de matching qui va définir les questions comprises de celles qui ne le sont pas, vont vous permettre de faire évoluer votre contenu, soit en ajoutant, en supprimant, en regroupant des questions, en précisant des formulations. Étudier la satisfaction par rapport aux échanges et notamment les raisons d'insatisfaction permettra aussi d'ajuster la pertinence du bot, mais aussi et surtout de repérer des sujets sur lesquels la nature de la position de l'entreprise peut poser des problèmes. En clair, si l'utilisateur n'est pas satisfait d'une réponse parce que la question n'a pas été comprise, cela peut se corriger dans l'outil. S'il n'est pas satisfait de la réponse parce que tout simplement elle ne lui convient pas, c'est un autre sujet qui est tout aussi intéressant pour votre département. Les indicateurs indirects, pour le coup, vont plutôt concerner la mesure de vos opérations internes. Par exemple, le nombre de questions auxquelles vos agents n'ont plus besoin de répondre et leur équivalent en temps et en coût. On parle de taux d'évitement sur lesquels vous aurez fait des projections en amont. Vous pourrez ainsi vérifier et corriger si vous n'êtes pas tout à fait dans les clous. Autre chose, la satisfaction globale des employés quant à l'aide apportée dans leur quotidien via des enquêtes sur la qualité de vie au travail peut aussi vous renseigner sur la position du bot par rapport à d'autres outils de communication. Quant à mesurer le ROI, le coût de mise en place et du run est à rapporter aux économies opérationnelles que vous allez réaliser. Sur des bots internes, on a une fourchette entre 10 et 30% concernant les sollicitations qui sont évitées et prises en charge à 100% par le robot conversationnel. Encore une fois, tout dépend de votre stratégie, de vos objectifs et de votre contexte. Être plus ou moins volontariste pour pousser les outils digitaux aura un impact à la fois sur l'ambition de vos objectifs, mais aussi sur la mise en place. Pour ne donner qu'un exemple, le bot pourrait être relativement discret et n'apparaître qu'au bout d'un temps d'inactivité sur la homepage de votre intranet, ou au contraire, pourrait être présent sur toutes les pages et de façon très visible et très ostensible. Si en parallèle, vous contraignez les accès téléphoniques à vos agents, soit sur certaines plages horaires ou pour un certain type de problème, vous rentabiliserez d'autant plus vite votre bot. En tous les cas, et comme ça a été souligné par Justine précédemment, nous recommandons vraiment un partage initial de ces indicateurs pour une bonne appropriation, pour une responsabilisation des acteurs. Et c'est aussi un élément important dans le processus d'accompagnement du changement. Les professionnels RH nous ont semblé particulièrement matures sur ce sujet. Ils sont 59% à penser que les chatbots remplaceront certaines fonctions dans les équipes, mais ils sont encore plus nombreux, 69%, à penser que cela va créer de nouveaux métiers. Pour aller un petit peu plus loin et proposer des pistes d'amélioration, on peut partir du postulat que
Au départ, répondre à des questions génériques plus fréquentes instantanément, n'importe quand, et ainsi décharger les équipes opérationnelles, c'est déjà bien. Mais plus votre chatbot sera accessible, plus il sera personnalisé et répondra à des cas d'usage variés et complexes, plus vous pourrez lui faire jouer un rôle important. Nous sommes convaincus chez Didu que les bots ne doivent pas essayer de singer l'humain. En revanche, ils doivent adopter ce qui fait la richesse et la pertinence d'une conversation, c'est le principe du langage naturel. De fait, ils doivent s'adapter à leurs interlocuteurs, comprendre les acronymes, les fautes d'orthographe, le style abrégé. Et si un schéma vaut parfois mieux qu'un grand discours, ils doivent pouvoir présenter des contenus riches, comme des photos ou des vidéos. Comme outil de communication, ils doivent pouvoir être proactifs, poser des questions, et vous pourrez proposer des questions, que vous pourrez choisir, ou celles qui seront effectivement le plus souvent posées au bot. Ils doivent aussi pouvoir poser des sujets d'actualité dans votre entreprise. Par nature, les bots sont d'un accès facile, puisqu'ils travaillent en langage naturel. Encore faut-il que ce soit le langage naturel de tout le monde, y compris les porteurs de handicap. Avoir un produit accessible au sens de la réglementation digitale, selon notre point de vue, est un must, soit parce qu'en tant que service public ou grande entreprise, vous êtes soumis à cette réglementation, soit parce que la politique de votre entreprise place l'inclusion au cœur de la stratégie RH. Enfin, offrir le bot en version vocale peut compléter cette approche. Ce sont des technologies qui sont encore récentes, mais de grandes marques les testent actuellement. Et interrogés sur ce sujet précis dans notre observatoire, utilisateurs et non-utilisateurs se sont montrés unanimement intéressés. Le premier axe concerne vraiment donc la possibilité de rendre le bot le plus accessible possible. Le deuxième axe va concerner la possibilité d'adresser des questions individuelles. Les entreprises internationales, par exemple, pourront être sensibles à la possibilité de permettre à leurs collaborateurs d'utiliser la langue de leur choix pour dialoguer avec le bot. Mais surtout, c'est la connexion avec votre SIRH qui pourra permettre de répondre à des questions personnalisées. Avec une authentification et la reconnaissance de l'individu, il est possible de donner une réponse tout à fait spécifique au lieu d'une réponse générique. Un exemple, sur les congés. À la question « Combien ai-je de jours de congés disponibles ?» De façon standard, le bot pourra me répondre 25 jours de congés payés plus 10 jours de RTT. Avec un bot connecté au SIRH, et s'il me reconnaît, il pourra me dire « Il te reste ou il vous reste 20 jours et 7 RTT » puisqu'il aura reconnu que j'ai déjà consommé une semaine en février et 3 jours de RTT. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le ton s'adapte à votre culture d'entreprise. C'est vous qui déciderez si le bot tutoie ou si le bot vous voit. Sachant qu'au-delà de la réponse personnalisée, on peut ensuite intégrer des tâches directement à partir du bot, comme le fait, par exemple, de poser des congés, en l'occurrence. Si votre département RH utilise en plus un outil de ticketing, il sera possible de créer ou de suivre des tickets directement dans le bot. Comme on vient de le voir, la communication avec le système d'information de l'entreprise et ou des outils d'automatisation comme le RPA rend le bot de plus en plus utile, de plus en plus autonome pour répondre à des demandes d'utilisateurs et laisser les personnels RH sur les problématiques complexes. Enfin, dernier axe de réflexion, c'est l'élargissement du périmètre. Vous avez démarré avec un domaine précis, vous avez pu notamment commencer avec tous les aspects administratifs et puis ajouter les questions relatives au développement personnel et intégrer des éléments d'authentification via la connexion avec votre SIRH. En parallèle, vous avez peut-être ajouté la disponibilité de votre bot en anglais pour vos filiales à l'étranger, dans une autre langue. D'autres départements peuvent avoir eu exactement la même démarche. Si je me place du côté collaborateur, j'ai bien sûr régulièrement des questions RH et je vois tout à fait l'intérêt de solliciter le bot RH. Mais j'ai aussi plein de questions sur mes outils de travail et j'apprécierais de solliciter le bot IT. En même temps, ce serait quand même beaucoup plus simple de solliciter un seul et unique bot que je n'aurai pas besoin d'aller chercher et qui fera le tri pour moi. Côté métier, si je suis RH, j'ai besoin d'un outil simple à utiliser sans me préoccuper de ce que font mes collègues du département IT. Et du coup, avoir un bot qui pourrait se connecter non seulement à vos outils internes, mais aussi avec d'autres bots métiers, via un métabot, devient un vrai argument de simplification, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour la communication interne. Ne plus l'intégrer uniquement sur des pages intranet correspondant aux différents domaines, mais aussi sur des outils collaboratifs utilisés en permanence, devient véritablement intéressant. Par exemple, Teams de Microsoft est de plus en plus présent chez nos clients. Et le connecteur que nous développons en ce moment, particulièrement pertinent du coup,
puisqu'accessible directement en permanence pour tout type de questions. Enfin, vous pourrez même dépasser les besoins RH stricto sensu de vos collaborateurs et leur proposer des bots dits concierges pour apporter des services connexes à la vie de l'entreprise, comme par exemple trouver ou réserver un restaurant, un hôtel ou un véhicule. Ce sont des éléments un peu sophistiqués, encore pas si courants, mais de toute façon, les bots aujourd'hui classiques rendent déjà des services très très conséquents. Nous allons vous en faire une démonstration rapide en vous proposant un jeu de rôle contextuel. Pour cela, je vais me remettre dans la position que j'avais en janvier 2020 lorsque je suis arrivée chez Didu. On m'a sûrement tout dit d'un seul coup, mais il y avait beaucoup de choses. Et justement, les questions sont réarrivées au fur et à mesure. Justine, du coup, nous expliquera les fonctionnalités qui rentrent en jeu dans le cadre de cette démo. Donc, je me replace à l'époque où je suis arrivée et j'ai utilisé le chatbot présent sur notre intranet. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que le chatbot, il est présent sur notre intranet. En revanche, il peut être disponible sur une page web, comme ici, ou sur une de vos applications. Le chatbot, il est responsive, ce qui signifie que si on y accède depuis un mobile, il va automatiquement s'adapter au device de l'utilisateur pour lui offrir la même expérience. Le bot que l'on voit ici, il est dans notre cas aux couleurs de Didu. Il est tout à fait possible de mettre le bot à votre charte, mais aussi de proposer tout ou partie de ses fonctionnalités. Par exemple, l'onglet que vous voyez juste à côté de l'onglet dialogue, donc en haut à droite, et il est possible de le proposer ou de ne pas le proposer si vous ne le souhaitez pas. C'est la même chose pour le bouton options que vous voyez tout en haut, lorsque vous cliquez dessus. Donc, il est possible de proposer ces options ou de ne pas les proposer. Ok, donc je viens d'arriver et je veux connaître les conditions qui sont relatives au déjeuner. On est situé dans le centre de Paris, on est situé dans le centre de Bordeaux, on est une petite structure, on n'a pas de cantine. On doit donc avoir une politique de ticket restaurant. Et donc, je commence à demander au chatbot Didu, est-ce que j'ai droit à des... Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est de l'autosuggestion. En fait, dès lors que l'utilisateur va se mettre à taper sa question, il y a notre brique NLP, donc c'est la brique de traitement du langage naturel, qui est la brique Didu. Elle va se mettre en marche et elle va effectuer une autosuggestion. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le moteur Didu, il va comparer les mots saisis par l'utilisateur avec les intentions dont il dispose dans sa base de connaissances. Et il va ainsi effectuer des suggestions à l'utilisateur. L'idée finale étant de faciliter la recherche à l'utilisateur final. Donc, soit je clique sur la phrase proposée, soit je continue ma question. Mais comme le bot a saisi mon intention, je clique, ça va beaucoup plus vite. Et je reçois immédiatement la réponse. Ici, on a défini la réponse en fonction de la façon dont ça se passe chez Didu. Le montant et le prestataire, ils sont sûrement différents dans votre entreprise. On voit également que la réponse, elle s'accompagne d'une demande d'une enquête de satisfaction. Il est tout à fait possible de désactiver cette enquête si vous souhaitez ne pas demander la satisfaction pour certaines réponses. Néanmoins, l'outil permet de monitorer cette satisfaction et ainsi effectuer une amélioration continue des réponses. On retrouve dans notre BMS, le Bot Management System, le pourcentage de complétion de cette satisfaction, ainsi que le pourcentage d'avis positifs et négatifs. Ici, si l'utilisateur répond par la négative, le bot ne va pas s'arrêter là. Il va lui demander les raisons de son insatisfaction. Si l'utilisateur choisit une des raisons, cette dernière va également remonter dans notre outil, ce qui va vous permettre de cibler les réponses donnant lieu au plus d'insatisfaction et les raisons de cette dernière. L'utilisateur final peut également accompagner son choix d'insatisfaction d'un commentaire, qui lui aussi va remonter dans notre outil. Bon, très bien, je sais combien je reçois, je sais par qui. Maintenant, j'aimerais bien savoir où je peux les récupérer. Et je vais taper où est-ce que je peux récupérer mes TR. Pour ticket restaurant, c'est long à taper. Ici, ce que vous pouvez constater, c'est la compréhension du bot, malgré des fautes d'orthographe ou des fautes de frappe. Très bien, j'ai toutes mes réponses. Cette fois-ci, je clique oui à la question de satisfaction. Mais testons autre chose. Quand on change de société, on vous envoie tout un tas de documents qui sont relatifs à l'adhésion à la mutuelle. Et j'ai aussi une cotisation obligatoire. J'aimerais bien en savoir plus dans le contexte de Didu. Mutuelle. Donc, en plus de comprendre les fautes de frappe et les fautes d'orthographe qu'on a vues précédemment, le bot il est capable de proposer des reformulations sur des mots saisis par l'utilisateur. Ici, dans notre cas, l'utilisateur, Katia en l'occurrence, n'a tapé qu'un seul mot, le mot mutuel.
Le bot, il n'a pas bien compris le mot et son sens. Il n'est pas sûr d'avoir la réponse qui va convenir à cette demande. C'est pour cette raison qu'il va suggérer des reformulations qui sont disponibles dans sa base sur ce sujet. Ah bah, du coup, j'aimerais bien savoir si on peut l'arrêter, la mutuelle. Ah bah non, je peux pas, c'est obligatoire. Du coup, je me demande combien ça va me coûter. Et je tape combien ça coûte. Dans ce cas précis, l'utilisateur il vient de rebondir sur sa précédente question. C'est-à-dire qu'il n'a pas précisé dans sa nouvelle question combien ça coûte le sujet initial, la mutuelle. Il a uniquement demandé combien ça coûte et non combien coûte la mutuelle. C'est une notion de rebond. Et cette notion de rebond, elle est paramétrable dans notre outil. Vous pouvez faire en sorte que l'utilisateur puisse rebondir sur une question sans en préciser le sujet. Donc, en contrepartie de ces 22,79 € par mois, j'aimerais bien savoir de quoi je peux bénéficier. Je pose la question, quelle est la couverture mutuelle? Encore une fois, ici, il s'agit d'une réponse qui est propre au fonctionnement de Didu, de notre entreprise. Néanmoins, la mise en place de liens de redirection, que vous pouvez voir dans la réponse, elle est tout à fait possible et elle vous permet de renvoyer l'utilisateur vers des documents plus importants ou des présentations. Il est également possible d'intégrer des photos ou des vidéos dans la réponse du bot si ça vous semble plus approprié. C'est extrêmement pertinent, ou ça nous semble extrêmement pertinent notamment sur la thématique formation ou gestion des arrivées, par exemple. Ah bah justement, en tant que nouvel arrivant, je vais d'ailleurs en profiter pour demander au bot s'il existe un guide pour le nouvel arrivant. Donc je tape, est-ce qu'il existe un guide du nouvel arrivant? Donc ici, la réponse inclut un document. Ce document, l'utilisateur final va pouvoir directement le télécharger en cliquant dessus. J'ai maintenant une question un peu plus technique qui a trait au métier de Didu. Et j'aimerais bien savoir comment on crée une connaissance. Une connaissance, pour rappel, c'est le couple question-réponse à l'intérieur d'un bot. Ça, c'est un autre type de mise en forme de réponse qui est possible. L'utilisation du panneau latéral, ce que vous voyez à gauche de la boîte de dialogue. Dans chacune de vos réponses, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ajouter un panneau latéral. Ce panneau latéral, il vous permet d'ajouter du texte, des images, des documents, mais également des vidéos, comme dans notre exemple, que l'utilisateur final va pouvoir jouer directement depuis le panneau. Merci Justine. Dans cette démonstration, nous avons voulu donner un bref aperçu des services que peut rendre le bot RH, de ce que le traitement du langage naturel apporte en termes d'interaction, mais aussi de facilité d'administration. Juste avant de passer à vos questions et pour clôturer cette session, nous avons réuni toutes les ressources qui sont d'ores et déjà à votre disposition et sur notre site web notamment, et qui comprennent à la fois les derniers retours d'expérience de nos clients, comme le témoignage de l'AFD ou du Conseil général du Val d'Oise, qui lors d'un précédent webinaire avait justement expliqué sa démarche et ses premiers résultats. Vous pourrez retrouver aussi les résultats complets de l'Observatoire des chatbots, qui a été réalisé donc au printemps de l'année dernière, mais aussi les éléments concernant notre offre Starter Pack RH qui permet d'accélérer la mise en place de ce type de projet. Puisque, encore une fois, fort de cette expérience, nous avons pu pré-packager plus de 200 questions avec 110 groupes de formulation associés et ce autour de 15 thématiques récurrentes dans le domaine des RH. Enfin, nous publierons très prochainement un livre blanc qui apportera bien évidemment beaucoup plus de détails sur tous les points que nous avons abordés aujourd'hui. Je propose du coup que nous passions à vos questions. Merci Katia, merci Justine. Je vais lire la première question. Quels sont les principaux écueils que vous avez pu observer dans ce type de projet? C'est une très bonne question, c'est une question à laquelle je pense que je vais répondre. Si je devais résumer, en fait, je dirais qu'il y a 3 points qu'on a pu, 3 écueils en fait, qu'on peut constater. Le premier, c'est le défaut au niveau du cadrage, qu'il n'y en ait pas assez de cadrage comme on a pu le voir auparavant, ou trop. Et trop de cadrage, ça implique qu'on va bloquer l'itération, donc le fameux test and learn qu'on a pu voir tout à l'heure. Le deuxième, je dirais que c'est faire le setup et considérer que c'est fini. Donc c'est
on fait la configuration du chatbot, du projet chatbot, et une fois que la mise en production est effectuée, on considère que c'est terminé, on ne travaille plus sur le chatbot. Et le dernier, je le résume souvent, sous-estimer la gestion du changement pour les utilisateurs et pour les équipes. En fait, en réalité, c'est pas si lourd, mais ne pas le prendre en compte, ça peut entraîner de gros malentendus. Merci Justine. Deuxième question, est-ce que les bots RH correspondent à un réel besoin des entreprises ou est-ce que c'est plutôt un effet de mode? Je vais prendre celle-ci. Dans le cours de la présentation, on vous a mentionné quelques chiffres. Alors, c'est extrêmement varié parce que ça va effectivement correspondre à des stratégies très diverses des entreprises. Je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase de découverte de ce type de produit et l'instinct que ça pouvait apporter des vraies réponses à un certain nombre de problèmes. Mais il y a eu aussi effectivement un petit effet de mode dans les années 2017-2018 parce qu'effectivement, ça faisait bien, ça donnait une image d'innovation, ça permettait de montrer qu'on était moderne. Aujourd'hui, avec le télétravail, le contexte de crise sanitaire qui dure et qui impose des changements de réglementation extrêmement fréquents, on peut parler simplement du télétravail, du chômage partiel, qui était complètement anecdotique et qui est devenu une problématique beaucoup plus générale, mais aussi le besoin de maintenir du lien et en fond de tout ça, une pression économique qui reste particulièrement importante. Tous ces éléments-là font que le chatbot est une véritable solution dans l'arsenal des départements RH. Ce n'est pas le seul, mais je pense qu'il y a un vrai besoin, comme le montre l'intérêt, puisque aujourd'hui, vous étiez 170 à vous être inscrits pour ce webinaire. Lucie, est-ce qu'on a d'autres questions? Merci Katia. Oui, on a d'autres questions. En combien de temps déploie-t-on un chatbot RH avec le pack pré-rempli? Alors, on va plutôt parler du gain de temps et de facto de l'économie que ça peut apporter. On estime que ça permet de faire gagner une dizaine de jours hommes côté client. Tout simplement parce que les 200 questions que nous avons déjà prédéfinies et structurées vont permettre au sein des entreprises clientes de structurer l'approche, c'est-à-dire que de délivrer les questions concernant la formation, par exemple, aux responsables de formation, de délivrer les questions concernant toute la rémunération, par exemple, aux responsables de la rémunération. Et ces personnes-là, qui sont les experts sur leur métier, elles vont se focaliser sur les réponses. Donc, comme on l'a vu, les congés, ça existe partout, mais les congés vont être différents d'une entreprise à une autre. Les avantages sociaux, ça va être la même chose. Donc, les questions arrivent déjà existantes avec les groupes de formulation associés, c'est-à-dire les différentes manières de poser les questions, les différents synonymes qui vont être présents. Et du coup, les personnes qui vont être en place, responsables de la mise en place du projet, elles ne vont se focaliser que sur les réponses à apporter. Ce faisant, elles vont pouvoir éventuellement identifier qu'il y a des questions qui ne sont pas pertinentes. Il suffira de ne pas les activer, ou identifier qu'il y a des questions qui manquent, il suffira de les créer. Mais en tout état de cause, en se focalisant uniquement sur les réponses et de façon extrêmement structurée, on gagne énormément de temps dans la mise en place d'un projet. Notre estimation, c'est que et notre expérience, c'est que ça fait gagner environ 10 jours hommes côté client. Autre question, avez-vous un exemple de chatbot recrutement déployé avec votre logiciel? On en a deux. Qui sont des exemples publics, puisque ce sont des sites externes. Si vous allez sur EDF Recrute, vous verrez un chatbot qui est un chatbot Didu, ou si vous allez sur le site carrière de l'Agence française du développement, vous verrez aussi un de nos chatbots. Autre question, comment le logiciel nous aide à améliorer notre chatbot? Je vais prendre sur ce point-là, Katia.
Le logiciel, c'est une très bonne question. Le logiciel, il a deux modules principaux. On va résumer ça en modules qui vont vous aider à améliorer le chatbot directement. Donc, un, le module conversation et deux, la partie suggestion. Si on rentre un petit peu plus dans le détail sur la partie conversation, donc vous allez pouvoir retrouver toutes les conversations qui ont eu lieu entre l'utilisateur final, les utilisateurs finaux, et le chatbot. Et depuis ces conversations, vous allez avoir deux possibilités. Vous allez pouvoir créer des connaissances depuis les questions utilisateurs. Si vous identifiez que ces questions-là, elles font partie de votre métier, vous souhaitez y répondre à travers le chatbot. Donc, en un clic, vous créez la connaissance directement. Et vous allez également pouvoir enrichir des connaissances existantes. Typiquement, vous relisez une conversation, vous voyez que la formulation de l'utilisateur, la façon dont il a posé sa question, n'a pas permis au bot de matcher avec une connaissance existante. Vous allez pouvoir reprendre cette formulation et compléter directement la connaissance existante. C'est même le bot qui va vous proposer, en fait, qui va vous pousser les matchings disponibles qu'il a avec ses connaissances. Et vous pourrez faire l'association. Et enfin, sur le deuxième module dont on va parler, les suggestions. Donc là, sur les suggestions, c'est vraiment un module dédié où le bot va vous suggérer quelles sont les associations que vous pouvez faire selon son analyse des conversations. Bon à savoir, c'est que vous restez maître de votre contenu. Ce n'est pas le bot, sans votre validation, le bot il ne va pas aller ajouter des choses tout seul. Donc, il n'y a pas de risque que le bot propose ou donne des réponses que vous n'avez pas validées ou que vous n'avez pas données. Merci Justine. Quelles sont les langues disponibles dans votre logiciel? Je vais prendre aussi, alors on va distinguer deux langues disponibles. Je donne un peu plus de précision par rapport à la question. Il y a les langues qui sont comprises par notre brique de langage naturel, donc de traitement automatique du langage naturel. Et il y a les langues disponibles au sein du logiciel, donc pour utiliser le logiciel et ce qu'il est traduit dans différentes langues. Au sein du logiciel, on a le français et l'anglais. La brique NLP, elle est en mesure de procéder ou de processer en fait une dizaine de langues. Le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le roumain, le portugais, l'allemand, le néerlandais, le polonais et le finnois. À savoir, je préciserai qu'aujourd'hui, notre expertise en termes de chatbot et de projet est beaucoup plus, donc on a une forte expertise sur le français et l'anglais. Merci Justine. Qu'en est-il de la privacy? Je vais prendre également sur la privacy. J'imagine qu'on parle de tout ce qui est partie RGPD. Donc, si je me concentre un peu plus sur la partie RGPD, ça va être tout ce qui est droit à l'information, le recueil du consentement et droit d'accès. Donc, aujourd'hui, au niveau de la RGPD, première chose, c'est le consentement. Le consentement de l'utilisateur final, on le demande dans notre chatbot. À l'ouverture du chatbot, vous avez ce qu'on appelle un disclaimer RGPD que l'utilisateur final doit accepter pour pouvoir commencer une conversation avec le bot. Ensuite, on va se retrouver dans les cas d'usage RGPD qui sont le droit à l'information et le droit à la récupération. Droit à l'information, donc depuis en fait, le chatbot, l'utilisateur final va pouvoir faire ses demandes. Je veux avoir toutes les informations que vous avez à mon sujet ou je veux que vous supprimiez toutes les informations que vous avez à mon sujet. À partir du moment où il fait ses demandes, donc il y a des boutons qui sont présents expressément pour ce faire. L'administrateur de la base de connaissances, côté BMS, il reçoit ces notifications dans le logiciel. Au moment de se connecter, il va voir directement qu'il a une notification dans un module qu'on appelle RGPD. Et il va pouvoir procéder à la demande via un je valide ou je ne valide pas. S'il valide la demande, dans un cas de droit à l'information, l'utilisateur final va recevoir un mail avec un dossier en fait, qui contient toutes ces conversations et tout ce qu'on a à son sujet. S'il fait un droit à la suppression, l'utilisateur final recevra un mail de confirmation de la suppression lorsque vous aurez validé et tout ce qu'on a sur cet utilisateur sera supprimé. Je pense qu'on peut également parler sur la RGPD de la partie anonymisation. Donc nous, on a une capacité d'anonymiser tout ou partie de la conversation. Quand je dis tout ou partie, c'est soit vous faites le choix au bout d'un certain temps d'anonymiser les conversations. Donc lorsque vous allez y accéder, vous allez tout retrouver en anonymisé, vous ne pouvez plus lire. Soit vous déclarez certaines, ce qu'on va appeler des variables chez nous, donc c'est un élément qui varie. Je ne sais pas, dans le cadre d'un bot RH, on peut avoir connecté à un SIRH. On peut avoir par exemple la question combien je gagne par mois.
eh ben, on peut déclarer directement dans la configuration de la base de connaissances que la partie de cette réponse qui contient l'information personnelle, donc le montant du salaire, est une variable anonyme. Auquel cas, elle sera anonymisée dès le début, au moment où elle arrivera pour retrouver la conversation, donc quand vous allez la relire, même pour l'administrateur de la base de connaissances, cette variable sera anonymisée. J'espère avoir répondu à la question. Merci Justine. Autre question. Où est hébergé le chatbot qui est propriétaire des connaissances? Est-ce que cela est défini dans le contrat de prestation? Je veux prendre également sur l'hébergement. Donc, le chatbot, il a plusieurs... je vais parler du chatbot et du BMS, mais plutôt du BMS, du logiciel, en fait, au global. Il a plusieurs possibilités d'hébergement, ce qu'on va appeler du SaaS. Et dans du SaaS, on va diviser en deux. Il y a le SaaS mutualisé, où on retrouve, en fait, c'est un SaaS, un serveur sur lequel on partage, en fait, cette place avec d'autres clients, même si les environnements restent scindés. Vous n'accédez pas aux informations d'autres personnes. Et on a le SaaS dédié, où là, c'est un SaaS qui est uniquement pour votre compte. Et on a également un autre type d'hébergement que le SaaS, qui est le on-premise, où là, le serveur, enfin le logiciel est déployé sur vos serveurs, chez vous. Et je crois que tu demandais, Lucie, qui est propriétaire des connaissances, c'est ça? C'est ça. Oui. Sur la propriété des connaissances, vous êtes propriétaire de votre contenu. Ce qui veut dire que si vous décidez, malheureusement, de partir et de vous dire c'est fini, j'arrête. Au moment où on s'engage une phase qu'on appelle le décommissionnement. Et à ce moment-là, donc lorsqu'on décommissionne, on vous renvoie l'ensemble de la donnée. Vous en êtes propriétaire. Vous venez avec le contenu, vous repartez avec. Merci Justine. Faut-il définir une charte graphique en amont du projet pour ne pas avoir des formats de réponses différents? Par exemple, réponse longue, courte, temps. C'est toujours mieux c'est un outil de communication. Donc, de toute façon, ce qu'on conseille, c'est qu'effectivement, il y a une réflexion sur la partie visuelle de votre bot. Ça peut passer par s'assurer que ce soit cohérent avec votre charte, même s'il y a des impératifs de visibilité. Donc, effectivement, ça peut être de jouer sur des contrastes, mais en tout cas, que le bot corresponde à l'identité que vous avez envie de lui donner. Ça va concerner effectivement l'interface qui va être proposée à vos utilisateurs. Ça va passer par le nom du bot que vous pourrez donner, le petit avatar que vous allez créer. Et puis, cette identité, elle est aussi présente dans la manière dont le bot va s'exprimer. Je parlais du tutoiement, du vouvoiement tout à l'heure. Si vous êtes dans une start-up, vous allez avoir envie d'avoir un bot qui tutoie tout le monde. Si vous êtes dans une entreprise plus installée, plus classique, plus traditionnelle, le bot vous voira tous les collaborateurs. De la même manière, il va pouvoir être plus ou moins direct dans ses réponses. De toute façon, vu la nature du produit, on conseille que les réponses soient courtes, simples et le plus direct possible. Mais encore une fois, on peut jouer de multiples façons pour faire en sorte que le ton du bot soit correspondant à l'identité que vous voudrez lui donner et surtout soit consistant dans toutes ses réponses. C'est-à-dire qu'effectivement, ça participe de l'habitude que d'avoir un bot qui, quelle que soit la question qu'on lui pose, va répondre un peu de la même manière. Encore une fois, on disait sans singer l'humain, tirer parti de tout ce qui fait qu'on apprécie d'avoir une conversation, et l'habitude et la récurrence et la reconnaissance fait partie de cette habitude. Donc oui, on conseillera vraiment d'avoir une charte identitaire, je dirais, en amont du projet, de manière à être cohérent dans le temps. Et enfin, dernière question, quels sont vos prix de mise en place? Alors, je vais prendre pour celle-là, comme vous l'avez vu, le périmètre d'un projet de bot, il est extrêmement varié. Il peut être très basique, il peut être extrêmement complexe. Et c'est pour ça que je ne donnerai pas de réponse en disant ça vaut exactement tant. Ce que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs composantes. Il y a une partie qui va concerner la phase de mise en œuvre et là, qui sera reliée à la partie du setup. Après, c'est des coûts d'hébergement
qui vont correspondre au type d'hébergement que vous allez souhaiter. Donc, typiquement, en SaaS, vous aurez, selon que vous avez un hébergement mutualisé ou un hébergement dédié, des tarifs un peu différents. Si vous avez des contraintes en matière d'hébergeur, ce sera des tarifs un petit peu différents aussi. Donc, je vous invite véritablement à prendre contact avec nos équipes, puisque c'est en étudiant votre projet qu'on sera capable de vous donner une réponse précise. Pas d'autres questions. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce webinaire a répondu à la majorité de vos questions. On vous fera parvenir un enregistrement dans les prochains jours au maximum. Entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une démonstration plus poussée ou si vous avez des questions complémentaires. N'hésitez pas non plus à transférer ces éléments si vous pensez que ça peut intéresser vos collègues. Et merci encore. Excellente journée à tous. Merci Justine, merci Lucie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.